Une production Binge Audio. Bonjour Okaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, ici nous parlons sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de musulmans, de juifs, de blancs. Quand on parle de racisme systémique, on parle de la somme d'actes qui, saisis individuellement, peuvent sembler isolés. Toutefois, lorsqu'on les observe, on peut percevoir leurs caractéristiques communes parce qu'ils se répètent, parce qu'ils répondent au même schéma, ciblent des personnes victimes des mêmes assignations et parce qu'ils sont impunis. Les actes violents et criminels imputables au racisme sont nombreux, mais souvent consignés au rang des faits divers. Aujourd'hui, dans Kiffe ta race, nous évoquons les crimes racistes qui ont jalonné notre histoire, l'histoire de France contemporaine. Et pour en parler, nous avons invité Rachida Brahim qui va nous faire part de son expertise sur la question. Bonjour Rachida. Salut Bonjour. Rachida. Merci d'être parmi nous. Tu es sociologue, chercheur associé à l'URMIS, Unité de recherche, migration et société de l'Université de Paris Diderot. Tu es autrice de La race tue deux fois, un livre qui est paru aux éditions Sileps. Tu vis et travailles à Marseille. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes occupations actuelles ? Oui, effectivement, je suis chercheur associé à l'URMIS, mais je vis et j'exerce plutôt à Marseille. Je coordonne avec deux femmes remarquables, Karima Berich et Soraya Gendouzarab, un centre de ressources sur l'immigration qu'on est en train de transformer en centre de recherche clinique pour produire des savoirs avec et pour les personnes concernées par les questions de discrimination et de racisme. Ça promet de quoi nourrir d'autres épisodes. Et dans Kiffe ta race, on a un petit rituel où on demande aux personnes qui sont invitées si elles se situent sur le plan racial. Est-ce que toi, Rachida, tu peux nous dire si toi tu te situes, par exemple, Rokhaya est perçue comme une femme noire, moi je suis perçue comme une femme asiatique. Est-ce que toi, tu es perçue comme une... Et oui, il y en a un beau trio. Moi je suis perçue comme une femme arabe, comme une arabe. Je suis d'origine algérienne et j'ai la double nationalité en plus. Voilà. Et il y a un moment dans ta vie où ça t'est apparu évident, cette perception de toi ? Assez tôt, hein. Enfin, c'est devenu ça m'a intriguée très tôt. Je crois que c'est l'origine de la thèse, même. Je pense que j'étais en CE1, oui, j'étais en CE1. Et la maîtresse a proposé, avant la fin de la journée, de faire un pendu. Vous connaissez ce jeu, le pendu ? Oui, ah oui. Donc, elle a mis 5 lettres au tableau. Enfin, 5 traits. Et il faut deviner les lettres. Et voilà, on était... tout le monde, personne ne trouvait le mot, en fait. L'heure de fin de la journée est arrivée, et elle circule dans les rangs, et elle insiste, et alors vous ne trouvez pas. Et passant à côté de moi, elle dit, mais Rachida, toi, tu devrais savoir. Donc, ça m'interroge énormément, je me creuse la tête très sérieusement. Et puis, je ne trouve pas, et personne ne trouve. Et elle finit par nous donner la réponse, et le mot, c'était date. Oh là là. Les dates, ouais. Les dates. Ouais. Et alors, moi, ça a posé une énigme, en fait. Surtout. J'ai pas du tout vécu ça comme un truc raciste ni rien. Pas du tout, hein. Ça a surtout posé une énigme. Qu'est-ce qu'elle sait de moi que je ne sais pas de moi, en fait ? C'était ça, le truc. Elle sait quelque chose que je ne sais pas. C'est que tu aimes bien les dates. Elle le sait. Toi, tu le sais pas. Ou elle sait que je suis algérienne et que je ne sais pas, je suis algérienne, moi, à ce moment-là, en fait. Enfin, pas à ce point. Oui, il y a tout un... En fait, tu associes pas le fait d'être algérienne aux dates. Quand elle dit date, je pense que je comprends, mais je crois que ce qui m'intrigue beaucoup, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qu'elle sait de moi que je ne sais pas moi-même, en fait. Et après, ça a été une longue recherche, quoi, jusqu'à aujourd'hui avec vous. Et effectivement, c'est un long travail de recherche. Tu as effectué un travail impressionnant pour ce livre de collecte qui commence par une énumération factuelle, presque vertigineuse, des crimes racistes en France pendant une période donnée. Comment en es-tu venue à étudier les crimes racistes et qu'est-ce qui, dans ton parcours, au-delà de cette anecdote de CE1, t'a mise sur cette piste ? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer, vers les années en fin 2008, je dirais. Je suis arrivée à Marseille et puis j'ai rencontré des militants associatifs d'ascendance algérienne. Et j'ai commencé à travailler avec eux dans le milieu associatif. Et puis, c'était un moment où je cherchais, moi, un sujet de thèse. J'avais fait une tentative avortée parce que le sujet faisait pas assez sens pour moi. Il y avait une question de sens qui était vitale.
Et alors eux, ils parlaient beaucoup, donc ils étaient investis dans différentes luttes sur la question de discrimination. Et ils parlaient énormément de crimes racistes impunis, notamment d'épisodes qui seraient déroulés en 73. Et alors l'énigme qui a été posée en CE1 s'est aggravée d'une autre dimension. Je ne voyais pas comment c'était possible que des crimes soient impunis. Il y avait deux mots là qui n'allaient pas du tout ensemble, dans un contexte apparemment de société démocratique, avec un système judiciaire, etc. Et donc là, il y avait un hiatus qui était énorme, et c'est devenu mon sujet de thèse. Et tu dis justement, c'est intéressant parce que tu te positionnes à la fois comme chercheuse, mais en même temps avec un jeu qui est présent de temps en temps dans ton livre. Tu dis, j'aimerais dire ici la violence que le racisme postcolonial fait à votre corps et à notre raison. Et tu parles aussi de toi en tant que scientifique, et tu dis que la neutralité généralement feinte par les chercheurs en sciences sociales est en réalité une violence épidermique qui participe à ce long désastre. Oui, tout à fait, oui. Il y a eu la volonté dans le livre, et c'est une thèse qui a été soutenue en 2017, et le livre est paru en début d'année, donc c'est-à-dire que je l'ai réécrit 3 ans après. Enfin, j'ai repris la thèse pour la raccourcir, et puis l'introduction et la conclusion, qui sont de facture un peu différentes que le corps du texte, où il y a plus ce jeu là qui arrive. Il y avait ce temps donc de 3 ans entre les deux qui était nécessaire, et qui permettait de prendre de la distance avec l'universitaire académique qui impose aussi un cadre, une façon de parler et une soi-disant objectivité qui est sans cesse approuvée. Et au contraire, en reprenant le livre, la thèse, et en voulant la publier, il y a eu un besoin d'affirmer quelque chose de l'importance de la subjectivité, de pas traiter le racisme comme un truc très distancié qui me toucherait pas personnellement, et que le sujet et tous ces morts là qui sont dans le livre me toucheraient pas. Ce qui était demandé. Et cette demande-là, en fait, elle est totalement injustifiée. Elle part plutôt d'un mécanisme de défense. On ne veut pas avoir la race. Il y a toujours un aveuglement en France, y compris dans le milieu académique français. Et du coup, cette demande d'objectivité, en fait, elle venait surtout neutraliser un propos qui était une rupture épistémologique très forte dans le champ académique français. Parler de race, c'est faire rupture. Donc, je l'ai très bien compris à différents endroits du milieu académique. Et dans l'introduction, dans la conclusion, c'était plutôt une manière de... je continue cette recherche-là de comment moi j'entends faire de la recherche. C'est quasiment une recherche de méthodologie et d'épistémologie décoloniale, en fait. Il y a vraiment une autre façon de faire, en fait, qui n'est pas apprise en faculté, qui n'est apprise nulle part, en fait. Et il y a vraiment une quête, une recherche sur comment on fait des enquêtes sur la question du racisme, comment on interroge les gens qui sont victimes de ça, comment on en parle, etc., etc. Il y avait toute une rupture à faire, ouais. Dans Kif Taras, on parle souvent de déni de racisme, parce que c'est quelque chose qu'on ressent en tant que personne. Quand on le voit, on a l'impression... C'est pour ça que cet espace a été créé, puisque c'est le besoin de pouvoir en parler sans qu'on soit constamment remis en cause, soit qu'on minimalise. Et dans ton travail, 7 ans de recherche, 731 cas de crimes racistes entre les années 70 et les années 2000... Tu dis qu'en étudiant la dénonciation et le traitement pénal des crimes racistes, tu souhaites plus précisément identifier la fonction de l'appareil législatif et judiciaire au sein du racisme structurel et dans la production et le maintien des catégories raciales. Et dans cette multitude de cas, tu dénotes des traits communs comme la volonté de déracialiser les affaires, le fait de dissimuler les mobiles racistes et de les dépolitiser. Et ça, ça fait écho à... en fait, comment on accueille ce dialogue sur la question de la race en France. Ouais, tout à fait. L'idée, c'était vraiment d'aller voir... donc, il y a eu ces militants que j'ai eu la chance de rencontrer en 2008, et il y a eu donc, j'ai beaucoup fait d'observations participantes, fatalement, en travaillant à leur côté. Et ce que je percevais de leur lutte, c'est aussi... il y avait pour moi quelque chose quand même qui était de l'ordre d'une profonde douleur, d'un sentiment d'injustice très profond. C'est-à-dire que où il y avait ceux qui étaient morts, ou ceux qui continuaient à vivre, mais avec un sentiment d'injustice très prégnant, en fait, qui habitait leur vie et qui les faisait lutter au quotidien quasiment. Et donc ma recherche, c'était vraiment d'essayer de comprendre à la fois l'origine et la réception politique de cette douleur. Qu'est-ce qu'elle devient politiquement, cette douleur ? Comment elle est... À quoi elle vient s'arrimer, qu'est-ce qui la fonde, et comment elle évolue, puis comment elle est reçue politiquement, Donc la dénonciation des crimes racistes, et puis la réception politique. Et la réception politique, c'est la législation antiraciste, a priori. Et ce qui était très déroutant dans la recherche au fur et à mesure, parce que c'est basé donc sur... Effectivement, il y a eu 731 cas de collectés de crimes racistes. Dans crimes racistes, il y a des agressions, des attentats et des homicides. Et une collecte qui était difficile parce qu'il n'y a pas d'archives officielles. Donc il a fallu faire un travail de fourmi en allant par les archives associatives, de la presse,
du ministère de l'Intérieur, des préfets, et puis alors le Parlement après pour voir les débats antiracistes, enfin sur la législation antiraciste. Et ce qui était troublant dans ces archives, c'était de voir par-delà les faits, c'est-à-dire les agressions en elles-mêmes, qui étaient à chaque fois très troublantes évidemment, c'était de voir du coup cette réflexion politique et comment les textes, comment les débats parlementaires parvenaient, et comment même très tôt, quoi, y compris dans les documents des polices départementales, après dans les préfets, après chez les ministres, etc. Comment il y avait une longue chaîne comme ça de fonctionnaires d'État dont le travail était de déracialiser les affaires, effectivement. Donc d'effacer le mobile raciste à chaque fois. Et d'expliquer que c'était des affaires de droit commun. C'est vraiment le grand terme qui revient sans cesse, c'est le droit commun. Donc c'est pas des affaires politiques, c'est pas du racisme. Et donc c'est des règlements de compte, c'est des suicides, c'est des voies de fait en état d'ivresse, on banalise, on minimalise les faits, etc., etc. Et jusqu'à donc du policier qui prend en charge l'affaire de manière assez distanciée, jusqu'au ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères, qui après explique à l'Algérie ce qui s'est passé en ces termes-là. Et le ministre de l'Intérieur demande, à un moment, par exemple dans les années 70, à tous les préfets de faire remonter les incidents, pas d'incidents impliquant des Nord-Africains. Et donc on voit très bien comment l'affaire est sans cesse réécrite au fur et à mesure de la chaîne administrative. Et le livre, justement, s'ouvre sur les événements du 25 août 1973 à Marseille. Un homme algérien, Salah Bougrine, tue un chauffeur de bus et blesse des passagers. Pourquoi ce point de départ de tes recherches ? Puisque tu dis le meurtre commis par Salah Bougrine agit comme un élément déclencheur qui rend d'autant plus licite le fait de tuer des Arabes. Est-ce que tu peux aussi nous faire un tableau des crimes racistes qui ont suivi en fait le crime commis par Salah Bougrine ? Ouais, alors en 73 à Marseille, c'est un contexte socio-démographique, économique particulier parce qu'on est 11 ans après la fin de la guerre de libération en Algérie. Et dans le sud de la France, il y a beaucoup de pieds noirs, d'anciens de l'OAS, des Harkis, enfin toute une population et beaucoup d'immigrés algériens. Et des tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France liées au fait que l'Algérie veut reprendre possession de ses hydrocarbures, etc. Et puis Salah Bougrine, donc, est un Algérien qui prend le bus le 25 août et il s'embrouille avec le chauffeur de bus au sujet de son ticket. Apparemment, le chauffeur aurait dit « ici, on prend un ticket ». Et M. Bougrine aurait été offensé par ce « ici ». Il parlait pas très bien le français, il finit par comprendre qu'il doit prendre un ticket, il le composte pas, le chauffeur le rappelle. Et finalement, il s'installe derrière le chauffeur de bus et quand le bus démarre, il agresse le chauffeur, il le poignarde et il l'égorge. Et il s'en prend à des passagers et finalement, il sort du bus, il est lynché par les personnes qui restent présentes. Et il est sorti du lynchage par les policiers le lendemain des faits. Donc Salah Bougrine a été reconnu responsable de ses actes. Il était lui-même, il était malade psychiquement parce qu'en fait, il avait lui-même été victime d'une agression raciste quelques années auparavant. Et il avait gardé apparemment des séquelles d'un coup de madrier qui lui est versé sur la tête et puis d'une trépanation. Donc bon, il est hospitalisé en hôpital psychiatrique et le lendemain des faits, la presse nationale, locale se saisit de l'affaire pour en parler, interroger les victimes, la famille des victimes, etc. Et puis il y a un journal à Marseille qui appelle littéralement à l'expédition punitive. Et vu le contexte, vu la véhémence de l'édito en question, dans les 5 jours qui suivent, on retrouve 6 morts à Marseille. Et 3 d'entre eux dès le lendemain des faits. Donc 6 morts de personnes d'origine nord-africaine. 6 Algériens, nord-africains. Ouais. Alors c'est dur à dire parce que on retrouve ces morts-là dans la bouche des militants que moi j'ai croisés, qui sont les porteurs de ces histoires et de cette mémoire qui n'est nulle part ailleurs, ou dans très très peu de livres d'histoire. Et donc ouais, c'est des entrefilés dans la presse, dans les faits divers. Donc on a un arabe en fait, un nord-africain. Donc on ne sait pas s'il est algérien, marocain, tunisien. Il y a clairement une attaque au faciès. Mais majoritairement, c'est vrai que les Algériens sont très nombreux. Et la victime, la plus jeune, a 16 ans à ce moment-là. Et donc c'est des morts à coups de hache, retrouvés le long de la voie ferrée à Marseille, jetés dans le vieux port de Marseille, etc. Et c'est ça. Donc j'ai commencé par là, par ces faits-là, et en fait il s'avère qu'il y en a avant cette affaire du chauffeur de bus, bien après aussi, et qu'en fait l'acte de Salah Bougrine, effectivement, c'est comme si tout d'un coup ça rendait encore plus possible, ça légitimait le fait qu'il y ait des violences contre les Nord-Africains à l'époque. Et ouais, ça a été une longue succession, mais qui précède, ouais, c'est comme un long massacre en fait, comme une guerre un peu continue, tacite, par-delà la paix des institutions, quoi. Tu reproduis dans ton ouvrage une partie de l'éditorial oui. Du journaliste Gabriel Domenech. Et moi, quand j'ai lu cet éditorial, j'ai l'impression que
qu'on était en fait une période très actuelle, c'est-à-dire que c'est des mots qu'on peut. Alors cet éditorial a été condamné pour injure en 75, injure raciale, mais cette personne donc qui l'a écrite, il a été vice-président de la région PACA. Enfin c'est un homme politique français. Il a été président de la fédération Front National des Bouches-du-Rhône. Voilà. Donc ce n'est pas quelque chose d'isolé et on entend résonner ces discours racistes. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout, c'est 73, mais moi j'ai pas l'impression quand je les lis que on est dépassé, ces choses-là, on est encore en plein dedans, notamment à la veille d'une élection présidentielle en ce moment. On ressent vraiment quand on lit ton livre, on ressent vraiment l'acuité et l'espèce de contemporanéité de tous ces crimes, en fait. Et on va écouter un son. Un jeune homme de 22 ans, Malek Ousekine, étudiant à Dauphine, est mort cette nuit rue Monsieur-le-Prince à Paris. Le mouvement de protestation des étudiants et des lycéens de France a tourné au drame. 68 et 86, qui pourtant ne se ressemblent pas, ont donc aujourd'hui un point commun, la mort. Plusieurs témoins ont vu la scène dramatique et mettent en cause le comportement de la police. Alors c'était des archives de l'INA sur la mort de Malek Ousekine, c'était en 86, donc des suites d'une opération de police. Et donc cet extrait parle vraiment du comportement de la police à l'égard de cet homme. Parmi les 731 cas de crimes racistes que tu as étudiés, tu as dresser une espèce de typologie des crimes. Donc, ce crime, il tombe dans la catégorie des crimes disciplinaires, c'est-à-dire qui sont en lien avec l'exercice de l'autorité, la police ou d'autres représentants de l'État. Il y a aussi ce que tu appelles les crimes idéologiques, qui sont les plus nombreux. Donc, tu as parlé d'attentats, voilà. Et il y a aussi ce qu'on appelle des crimes situationnels, qui sont en lien avec vraiment une situation. Et tu dis, tu as le sentiment de voir une seule et même scène se reproduire avec constance pendant 30 ans. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment... Enfin, moi, je trouve que à la lecture du travail de très minutieux que tu as fait, donc c'est à la fois très important, mais de rappeler, parce que tu parles des cas avec beaucoup de détails, et je pense que c'est de rendre justice à ce qui s'est passé, c'est-à-dire c'est pas des faits divers, une ligne dans un journal qu'on considère que une personne est morte, c'est comment elle est morte, qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les intentions, puisque on parle de mobile raciste, donc il y a une question d'intentionnalité ici, et les cas que tu décris, ils sont détaillés, et donc c'est à la fois très important de les lire et de les connaître, et à la fois très difficile. Est-ce que toi, tu as eu ces sentiments-là quand tu l'as fait aussi ? Oui, je comprends ce que tu dis. Oui, c'était très difficile. C'était très difficile, et à la fois, c'était très libérateur. Il y a vraiment ce double... Moi, j'avais besoin de ces morts, en fait, et je pense qu'on en a besoin tous, vraiment, toute la société. Sinon, c'est-à-dire qu'ils sont mis sous le tapis, quelque chose comme ça, rangés derrière des placards... Cachés. Et en fait, les murs sont pleins de sang, quoi. Et c'est pas viable pour personne. Et moi, j'avais besoin de les retrouver. Je pense vraiment de les retrouver, de regarder comment ils sont morts. Il y a des archives où on voit vraiment les photos du médecin légiste, quoi. Donc c'est extrêmement perturbant, évidemment. Et en même temps, je crois qu'à chaque fois, ça venait, ça venait réparer quelque chose chez moi, j'espère chez les lecteurs aussi, de comme si on retrouvait nos morts, en fait. Les morts dont on nous a pas parlé. Et quand je dis nos morts, je fais pas seulement référence à ces morts-là qui sont dans le livre, mais je parle aussi des guerres coloniales, évidemment. Des guerres d'indépendance, de toutes les guerres liées à l'impérialisme français, en l'occurrence. Ces morts qu'on connaît pas, qu'on connaît mal, pour lesquelles il n'y a pas de mots dans les familles, il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de terre, d'autant plus il y a une histoire migratoire derrière. Donc je crois qu'il y avait une vraie quête pour moi qui était de retrouver les morts, comment on meurt, de quoi on meurt, de faire un schéma là-dessus, de pouvoir expliquer ça, de le rendre intelligible, en fait. Sinon, c'est invivable. C'est invivable. Ce que je trouve assez spectaculaire, en tout cas dans la récurrence des cas que tu évoques et que tu décris de manière très minutieuse, c'est la facilité, en fait, avec laquelle les différents protagonistes mettent fin à la vie de ces hommes. Pour la plupart, sont quasiment, parce que ça saisit aussi quelque chose du patriarcat, mais vraiment des gens de classes sociales diverses, parfois des notables, qui tout d'un coup vont décider de supprimer une vie en sortant une carabine ou dans un espèce de conflit de voisinage, sans
imaginer que ça aura des conséquences et finalement en ayant raison puisqu'il n'y a pas de conséquences. Quel regard tu poses justement sur ce contexte? En fait, on est une décennie ou deux après la révolution algérienne et on a effectivement cette tentative sur le sol français de reproduire des relations de domination coloniale. Oui, de soumettre par la force, en fait. C'est ce même geste-là, toujours, effectivement, qui, pour moi, vient s'inscrire définitivement dans l'expérience coloniale, quoi. Et de la possibilité de le faire. C'est possible, c'est très rapide. C'est quasiment licite, en fait. Il n'y a pas de... Oui, c'est comme un réflexe comme ça de soumission, quoi, de soumission par la force, par l'autorité et par la mise à mort, en fait. C'est l'assujettissement total, quoi. L'extermination. Moi, dans une partie du livre où tu décris que les conséquences, les morts sont des conséquences de la campagne politique et des discours publics qui désignent les immigrés comme étant les maux qui traversent le pays. Donc ça, c'est une récurrente de nombreuses... Ça fait des siècles qu'on le vit. Mais vraiment, je trouve que c'est très, très moderne. On a vu l'année dernière, suite par exemple à des propos tenus par un président américain, qui sur le Covid, en désignant les personnes asiatiques, est-asiatiques comme étant, il a dit le virus chinois ou Kung Flu, voilà. Et il y a eu concomitamment une hausse des agressions sur les personnes perçues comme est-asiatiques sur le territoire américain. Donc ça, c'est, je veux dire, on peut pas décorréler les deux. C'est force. Et toi, tu le dis dans le livre enfin, tu décris comment est-ce que on a utilisé les personnes, les travailleurs en fait, les travailleurs immigrés extra-européens, donc surtout tunisiens, algériens, marocains. Dans ton livre, tu étudies leur parcours. On voit vraiment une corrélation. Ouais. Et moi, j'ai été personnellement, quand je lis ce mot expédition punitive, tu en parles beaucoup dans ton livre. Vraiment, c'est un mot qui est horrible. Enfin, je veux dire, tout est horrible concernant la mort, mais la question des gens qui se disent on va aller se rendre justice soi-même, qui est vraiment le contraire d'une justice rendue de manière, démocratiquement, tout ce que tu as dit. Donc chasser ces corps qui sont jugés indésirables et réparer un honneur qui serait ça, en fait, c'est la question de cet honneur qui aurait été perdu. Donc il y a beaucoup de cas, hélas, il y en a eu beaucoup. Tu les expliques et moi je pense à ce qu'on a vécu récemment. Tu vois, par exemple, en 2019, il y a eu cette histoire des personnes roms et la camionnette blanche. Il y a eu des personnes qui ont été blessées après ça. Il y a eu des appels à la haine. Enfin, c'est parti comme une traînée de poux. Donc on voit tu dis, c'est très facile d'appeler à la haine. Et récemment aussi, il y a eu, à la veille du deuxième confinement en 2020, un appel à la haine sur les réseaux sociaux contre les personnes perçues comme asiatiques, qui auraient été tenues pour responsables des confinements que nous subissons. Donc en fait, c'est des mécanismes qui sont extrêmement récents. Toujours très présents, en fait. Toujours très présents. Et les flambées peuvent repartir très très vite. C'est pour ça que le mot flambée n'est pas très juste, d'ailleurs, parce qu'il y a le feu est constant, en fait. Le feu est constant, on est plus ou moins vigilant à ça, mais c'est-à-dire que dès qu'il y a pour certains, il est constant. Je pense notamment aux populations qui vivent dans des conditions socio-économiques, précarité, dans les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers nord notamment, par exemple, où là, il y a un flicage, il y a une violence sociale, en fait, qui est extrême. Il y a une guerre quasiment continue, en fait, qui est faite à ces personnes. Et après, il y a des tensions comme ça, diplomatiques, économiques, socio-économiques, etc., internationales, qui font qu'il y a une espèce de recrudescence à chaque fois. Et c'est encore plus fort. Et ce mécanisme-là, il est toujours extrêmement présent. On désigne un problème. Et puis après, la vindicte populaire va s'exprimer. Et puis on ne porte pas assistance en tant qu'État démocratique, en tant que gouvernement. Ce qui est spectaculaire, en fait, c'est vraiment dans ce que tu décrivais grâce à l'instant, c'est la connivence, en fait. C'est-à-dire que on voit il suffit vraiment d'une chose pour réactiver le sentiment de normalité, collective. C'est-à-dire parce que quand on décide de tuer quelqu'un individuellement, c'est déjà totalement fou, mais qu'on puisse s'organiser, en fait, en groupe et que tout le groupe soit d'accord pour dire que c'est OK de tuer telle personne qu'on ne connaît pas, ça veut bien dire qu'il y a vraiment un imaginaire raciste qui est très, très présent et de hiérarchisation de la valeur des vies aussi qui reste très, très présent. Et ensuite, comme dit Rachida, c'est que les autorités publiques sont aussi de connivence pour dire on va pas parler du mobile raciste parce que c'est quelque chose qu'on veut pas mettre en avant. Et donc en fait tout ça on met la poussière ça devient une poussière en fait qu'on met sous un tapis alors qu'on parle de la vie de gens. Exactement. Et donc ça montre bien la double dimension. Il y a une dimension interpersonnelle dans le crime, mais il y a une dimension vraiment institutionnelle de l'atteinte et collective en fait.
c'est bien plus... Parce qu'on a souvent tendance à penser que le racisme, c'est un truc entre deux personnes. Et non, vraiment, c'est un truc macro-social qui traverse toutes les institutions et qui, après, aussi, bien sûr, traverse toutes les consciences. Tu parles aussi des mouvements de résistance, comme la grève des pères, la grève du 4 septembre 1973 contre le racisme, qui est précédée d'ailleurs de la création en 1972 du MTA, le mouvement des travailleurs arabes. Quel était le but de cette grève et ses revendications et comment, en fait, cette résistance est venue contredire cette image du travailleur arabe? Et ce qui est intéressant avec le MTA, c'est qu'on parle beaucoup aujourd'hui toujours des luttes autonomes et puis du communautarisme, etc., mais c'est de l'intersectionnalité, en fait. Ces travailleurs-là se sont très vite aperçus du fait qu'ils vivaient des oppressions spécifiques et ils ont décidé de se rassembler entre travailleurs arabes et créer un mouvement par-delà les mouvements d'extrême gauche, maoïstes, etc. Et ils ont été extrêmement loin dans leur démarche et ils avaient cet outil de la grève, puisque c'est eux qui faisaient tourner l'économie française. Et donc ils se sont mis en grève notamment début septembre 73, suite au meurtre du chauffeur de bus et aux exactions qui ont suivi, pour dénoncer globalement effectivement le racisme à leur encontre, les discriminations, et leur lutte était vraiment inscrite dans la demande d'égalité en termes d'accès au logement, au papier et à la vie, en fait, de droit à la vie, quoi. Et leur stratégie, c'était à chaque fois qu'il y avait un crime raciste de se saisir de ces moments-là, qui sont les moments où c'est indéniable. C'est indéniable, un homme est mort, donc a priori c'est indéniable, et on va sur le terrain et on est là et on récolte les faits avant la presse pour pouvoir nous saisir de l'affaire. Et donc après c'était des marches avec la pancarte des hommes qui étaient tombés, et puis des grèves de la faim, il y avait des grèves de loyer un peu plus tard aussi, des grèves dans les usines, mais de manière très forte, et le pouvoir en place a beaucoup œuvré pour casser ce mouvement, notamment à travers des expulsions. C'était l'arme pour permettre de briser un peu ces grèves et ces mouvements de demande d'égalité. Je trouve ça important de rappeler ce qui a été fait par le passé, parce que on a encore cette image, tu sais que les aînés ils ont courbé les chines, et je trouve que il y a une anecdote dans ton livre. Tu parles de Karima Berich qui témoigne, et elle avait 13 ans en 73, donc elle a vu ce qui s'est passé. Elle a aussi vu son père qui lui a raconté que il était dans un bus et qu'il s'est fait traiter des insultes melon et salbicot par 3 jeunes, et il rapporte la scène le soir à sa famille, et sa fille lui demande qu'est-ce qu'il a fait, et lui il répond: je n'ai rien fait, je n'ai rien dit, j'ai baissé la tête parce que s'il me tue, qui va me nourrir? Et je trouve ça hyper fort, parce que cette image, c'est l'effacement en fait de ce qui a été fait avant, ça fait partie de la stratégie du racisme, de dire que les aînés n'ont rien fait, ils auraient courbé les chines, ce qui est absolument, évidemment, complètement faux. Mais ça fait partie de la rhétorique du racisme, de nous dire que bien tout ça c'est nouveau en fait, on vient de le découvrir. Et donc 10 ans après 73, il y a aussi cette marche pour l'égalité et contre le racisme en 83, à l'initiative de plusieurs personnes, dont Toumi Djaïdja, qui a été blessée par balle par la police. Et elle vient à un moment où, dans les années 80-90, tu expliques qu'il y a vraiment cette figure du jeune de banlieue qui est érigée à la suite un peu la figure du travailleur arabe. Et on l'utilise, ce symbole, voilà, pour parler de ces enfants d'immigrés, ces jeunes issus de l'immigration. D'ailleurs, tu dis que qu'il y a un caractère performatif, c'est-à-dire que on est tous toutes figés dans cette image. On est tous issus de l'immigration quand on n'est pas blanc pour toujours. On sera toujours enfants d'immigrés, alors que des fois c'est 3e, 4e génération. Et que c'est une fiction qui est reproductible éternellement pour nous ficher dans cette position. Et j'aime aussi le fait que tu mettes le doigt sur ce mot émeute, qui est régulièrement utilisé pour parler des émeutes dans les banlieues. Mais en fait, ce mot, il vient à la base de l'émoi. Et l'émotion, en fait, c'est le fait de dire l'émotion. Et c'est devenu très péjoratif aujourd'hui, alors que à la base, c'est une expression de contestation. Tout à fait. Et ce que moi je retiens de ce que tu dis là, c'est ce qui transparaît à travers le livre, j'espère, c'est que par-delà cette histoire de la violence, c'est une histoire de la résistance. Et donc le papa dont tu parlais à l'instant, par exemple, c'est une grande figure de la résistance à Marseille et pour sa fille, que je connais bien du coup. Et donc cette réponse qu'il lui a donnée l'a beaucoup étonné, mais ça montrait tout un climat en fait. C'était vraiment juste après l'épisode du chauffeur de bus, je crois. Et donc ça montrait bien le climat, parce que c'était vraiment une figure de la résistance. D'ailleurs, c'est lui qui lui a transmis la résistance. Il y a d'autres femmes qui m'ont raconté que leur père, à cette époque, se promenait avec des armes
parce qu'il y avait un risque d'être tué, littéralement, quoi. Donc, il y avait des armes qui circulaient, et puis la consigne, c'était ne sortez pas, vous risquez d'être tué. Donc, c'est les pères qui sortaient, armés, et les enfants restaient à la maison, dans ce climat-là, très particulier de 73 ans. Et cette figure de la résistance, elle perdure tout le long, en fait, effectivement, à chaque génération, ce qui permet au racisme de perdurer, au racisme structurel et systémique. Pour moi, c'est vraiment l'absence d'histoire, en fait. C'est que cette histoire a été tue, mise en silence, qu'il n'y ait pas de mots, en fait, ça peut pas être mise en mots, qu'on n'ait pas la possibilité qu'il n'y ait pas d'historien qui les ait pris ça en charge de manière aussi profonde que l'auraient fait des enfants d'immigrés, avec un besoin qui est par-delà le besoin seulement de faire un livre ou de faire carrière, c'est-à-dire une question de vie ou de mort, en fait, et c'est autre chose. Et de retrouver ces histoires-là, oui, ça montre vraiment à quel point la résistance est ancrée dans nos gènes, dans notre ADN, contrairement à ce qu'effectivement on aurait tendance à croire, mais parce que juste on ne le sait pas, parce qu'on n'apprend pas à l'école, en fait. Cette résistance-là n'est pas apprise à l'école. Et donc, c'était vraiment l'objectif, par-delà la violence, de montrer ça. Et oui, les jeunes de banlieue, effectivement, aussi dans les années 80, il y a eu les actions concertées, comme a pu faire le MTA, c'est-à-dire de faire des manifestations, des sittings, des marches, etc. Des concerts, enfin, différentes formes qui permettaient de mettre en mots la protestation et l'envie de vivre dignement. Et puis, il y a eu des actions très spontanées du type émeute, quoi, mais qui disaient absolument la même chose. Tout comme plus tard, le fait de brûler des voitures. C'est intéressant parce que c'est vrai que du coup, on a l'impression que pour que le racisme continue à se maintenir de manière institutionnelle, en fait, il faut qu'on organise une forme d'amnésie. Parce que ça minore, en fait, la volonté de revendication. Et puis, ça nous affaiblit parce qu'en fait, on n'a pas l'impression de provenir d'une histoire longue qui nous dépasse. Et on a toujours cette espèce de mythologie d'être une génération spontanée, issue de parents qui n'ont pas osé prendre la parole alors qu'ils l'ont fait. Et que quand ils l'ont pas fait, c'est parce qu'ils étaient face à un danger très immédiat et qu'ils nous ont protégés, en fait, en le faisant pas de manière brutale. Donc, c'est aussi une manière de nous enlever des outils de réponse et de résistance. Ton titre, évidemment, les titres de ton livre interpellent. Tu dis « La race tue 2 fois ». Et tu dis dans ton livre « La première violence se déroule dans un cadre interpersonnel et touche à l'intégrité physique de la personne. Et la seconde violence a lieu à l'échelle institutionnelle et porte davantage un coup psychique. Elle est une conséquence du traitement pénal qui ignore la nature raciste des crimes jugés. » Donc moi, j'ai envie de te demander comment la race tue 2 fois. Ben, tu viens de le résumer avec ces 2 phrases. C'est vrai qu'il y a d'abord le coup qui est porté en raison du préjugé contre la personne devant nous, là. En se disant que c'est un arabe, il y a ma voiture, donc il y a un danger, donc je tire. Très, très, très basique. Et puis après, ça, c'est la mort prématurée. Mais évidemment, il y a la discrimination, les agressions verbales, enfin, tout ce qui n'est pas dans le livre, mais qui est globalement assez connu quand même. Et puis la deuxième violence qui m'est quand même apparue plutôt... qui était là tout le long, mais sur laquelle j'avais du mal à nommer, c'est celle dont je parlais en introduction aussi, c'est-à-dire la souffrance, la douleur que je percevais dans les témoignages que je recueillais très difficilement parce que c'était extrêmement sensible et puis il y avait un effet miroir tellement énorme que c'était très difficile de recueillir cette parole-là. Et parce qu'elle était chargée effectivement d'une violence psychique, une effraction psychique qui fait que quelque chose est brisé, ne trouve pas de réceptacle. Il y a quelque chose comme ça, de réparation, de réceptacle. C'est une douleur qui ne peut aller quasiment nulle part en fait. C'est très dur de la transmettre dans la famille, à ses propres enfants par exemple. De dire ce que j'ai vécu en tant que femme, en tant qu'homme arabe, noir, asiatique, etc. C'est extrêmement difficile parce qu'il y a de la pudeur, parce qu'il y a de la honte de pas avoir pu réagir dans des situations, parce que c'est douloureux, quoi. Et puis, et donc chaque génération fait ça et ne raconte pas et se tait, puis il n'y a pas d'espace pour accueillir ça. Et moi, c'est une dimension qui m'a vraiment touchée, marquée, parce que je voyais bien que derrière cette violence physique, il y avait autre chose qu'on ne pouvait pas dire, qu'on ne savait pas dire, que même moi, dans les livres, j'avais beaucoup de mal à montrer. Et c'est devenu du coup un nouveau projet de recherche là, parce que par ailleurs je suis tombée sur des études épidémiologiques qui montrent que dans différents pays européens il y a une prévalence de la psychose, de la schizophrénie notamment chez les migrants et descendants de migrants africains dans différents pays européens. Et c'est pas les psys qui se sont penchés là-dessus peuvent pas l'expliquer par des trucs classiques du type abus de substances psychoactives, troubles dans la famille, dysfonctionnement quelconque, qui fait que ça générerait une psychose, une schizophrénie. Et donc l'hypothèse, c'est le racisme peut-être, la discrimination, l'exclusion constante, le racisme structurel systémique est vécu depuis plusieurs générations et qui n'a aucun espace où être déposé. Qu'est-ce que ça fait psychiquement ? Quelle maladie ça crée mentalement? Comment dans les familles on fait l'expérience de la racialisation et de la folie en fait. Donc ouais, je me penche là-dessus maintenant sur cette dimension-là. Ouais. Et dans ton livre, tu
tu vas souvent droit au but. Je pense que on peut le dire comme ça, dans une époque où on trouve souvent beaucoup d'excuses au racisme. Toi, tu dis, ce qui explique la violence raciale, c'est la race. Comme ça, au moins, c'est clair. C'est pas les conditions dans lesquelles les personnes sont arrivées, ou la pauvreté, ou je sais pas quoi. Enfin, ça, en fait, tu expliques au contraire comment est-ce qu'on a mis en face. En fait, des espèces de... Enfin, on a essayé d'expliquer... de trouver des excuses au racisme, en fait. Et donc, tu cites donc le philosophe Michel Foucault, qui parle de racisme d'État. Donc, c'est pas... c'est des mots qui, aujourd'hui, sont dans le débat public. On a l'impression que c'est un truc horrible de dire ça. Rokhaya Diallo en a fait les frais, d'ailleurs. Comme si... Voilà, donc, ce philosophe-là les a dites. Et il parle de la coupure entre ce qui doit vivre et ce qui doit mourir. Donc c'est vraiment ça, le racisme. C'est qui on laisse pour mort et comment on les laisse mourir. C'est-à-dire à la fois leur corps, mais aussi leur mémoire, et puis le symbole de qui ils sont. Et tu fais vraiment un travail sur la logique racialiste de la politique d'immigration française. Donc ça, c'est hyper important parce que ça explique vraiment comment est-ce que on a créé, les catégories raciales ont été perpétuées dans l'espace public français et maintenu avec une grande vigueur. Tu dresses un tableau chronologique parce que c'est important d'avoir toutes ces dates en tête. Mais c'est vraiment que tu dis que cette opération de stigmatisation joue un rôle clé dans le processus de racialisation. C'est elle qui expose les personnes concernées à une violence spécifique, raciale en l'occurrence, et les associe à un danger contre lequel il faut se défendre. Ouais, donc ça, et même le mot crime raciste, l'expression crime raciste, elle est venue. Toi, tu le mets comme. C'est le titre, le sous-titre de ton livre, mais ça n'a pas été de tout, d'évidence, puisque la question du crime, la circonstance aggravante du racisme, elle n'a été juridiquement en France acceptée que depuis 2003. Donc tu expliques comment ça a été une longue lutte. Oui, une longue lutte qui n'est pas finie en fait, parce que cette loi reste difficilement mobilisable. Donc les personnes qui ont dénoncé ces violences racistes là depuis les années 70. Mais on pourrait remonter très loin comme ça dans l'époque coloniale. En tout cas, en France, depuis les années 70, donc chaque génération, dans les années 70, le MTA, les marcheurs, les jeunes de banlieue, soi-disant dans les années 80, 90, 2000, etc., les comités vérité et justice, le MIB, évidemment. Tout ce travail-là, en fait, il a fait l'objet d'une mésentente, c'est-à-dire on entend ce que vous dites et en même temps, on peut pas l'entendre parce que vous êtes dans une position subalterne. Ceux qui parlent sont d'une telle position que leur parole va de toute façon réduite à l'état de bruit. Et donc, il y a différents procédés de disqualification de la parole. Tout, vraiment, c'est un grand enjeu de parole, de pouvoir parler, de se donner les moyens de parler, de trouver les ressources qui permettent de parler, et puis comment cette parole, à chaque fois, est déniée, disqualifiée, de manière vraiment grossière et hontée, c'est le mensonge érigé en politique, c'est-à-dire qu'on explique aux personnes qu'elles se trompent sur la violence qu'elles pensent subir, on banalise les faits, on inverse responsabilité, c'est les Arabes qui sont eux-mêmes victimes de la violence qu'ils subissent en raison de leurs attitudes, de leur culture, de leur comportement, qui est tout à fait... ça marche pas, leur différence est irréductible, et donc c'est de leur faute s'ils se font violenter, en fait. C'est leur grande faute tout le temps. Et les différentes lois en France qui ont été votées, parce qu'il y a eu des lois quand même, mais... elles n'ont jamais été votées par une espèce de conscience, en fait, de conscience comme ça qui vient tarauder le gouvernement français. C'est en 72, la première loi, par exemple, sur le racisme, c'est la troisième, à vrai dire. Les précédentes datent de 1881 et 1939. Et en 72, c'est l'ONU qui demande à la France de s'aligner un peu et de mettre sa législation à jour. Et la France refuse en considérant qu'elle est à jour. Donc, entre-temps, il y a quand même eu l'époque nazie, coloniale, etc. Et finalement, elle accepte pour des raisons, des intérêts particuliers, un siège à l'ONU, etc. Mais elle va se contenter de légiférer sur les injures, les incitations, les diffamations, la parole, en fait, la parole raciste. Et en écartant complètement, en occultant complètement la question des actes racistes qui étaient pourtant demandés par l'ONU. Et sachant qu'il y avait des mobilisations à l'époque, il y avait des crimes qui étaient quand même régulièrement recensés par les Algériens, l'Amicale des Algériens, El Moudjahid en Algérie, le journal, etc. Les militants, bien sûr. Et donc, on occulte complètement ça en faisant remonter ces fameuses affaires dont je parlais tout à l'heure, écrites et réécrites par les préfets, les policiers, le ministère, et en montrant que non, il n'y a pas de racisme en France. On ne peut pas faire une loi sur les actes alors qu'il n'y en a pas, ça ne sert à rien.
Et à chaque fois, on dit non, mais ce sont des affaires de droit commun, ça n'a rien à voir avec du racisme. Et cet argument du droit commun, il va venir au sein des 4 lois qui sont donc 72, 85, 90 et 2003. Je vous épargne les détails sur chacune des lois, mais globalement, à chaque fois, on dit donc il y a des crimes, les gens dénoncent les crimes et on leur dit non, ça n'a rien de particulier. Vous êtes des gens comme les autres, il y a un droit commun qui est le même pour tous, républicain, universaliste. On ne va pas faire de loi particulière pour vous protéger. Et ce qui se passe là, c'est qu'on va appliquer des règles communes à des gens qui ont été différenciés sur des bases raciales. Et la technique du racisme structurel, elle est là en fait, et dans le fait de rendre différents des gens, les exposer à une violence spécifique, et quand elles s'en plaignent, ramener l'autre côté du droit, l'autre versant, le droit républicain et universaliste. C'est ce que tu appelles la racialisation et la déracialisation. Exactement. C'est-à-dire qu'on est quotidiennement racialisé, jusqu'à parfois être exposé à la mort. Exactement. Mais à partir du moment où on en meurt, en fait, on ne veut plus, l'État ne veut plus reconnaître cette racialisation. Au contraire, il veut l'ôter. À partir du moment où on le dit, on parvient à l'énoncer d'une manière ou d'une autre, ou en s'appuyant sur des crimes racistes, sur des discriminations, sur n'importe quelle agression, cette parole devient inaudible. Elle est malmenée, disqualifiée par de X manières, qu'on voit bien aussi aujourd'hui, et dans différents milieux académiques, médiatiques, à l'hôpital, enfin, je sais pas, dans les travailleurs sociaux, quelle que soit la personne qui énonce cette parole, quel soit le lieu depuis elle l'énonce, ça va être disqualifié et renvoyé à un universalisme complètement abstrait. Et depuis le début de tes recherches, tu expliques que tu as expérimenté dans le milieu universitaire exactement ce que tu as étudié dans le milieu judiciaire, c'est-à-dire la difficulté, l'impossibilité à faire admettre l'existence de la racialisation et de sa violence. Donc il n'y a pas de catégorie, c'est-à-dire que c'est pas que dans la vie de tous les jours, ou c'est aussi à l'université, c'est partout en fait la question de la race que se dénie. Oui, dans toutes les institutions qui ont pour vocation fondamentalement de maintenir l'ordre établi, en fait. Et les institutions étatiques, c'est-à-dire l'école, la justice, la police, évidemment. Donc je ne dis pas qu'individuellement, dans ces espaces-là, il n'y a pas des personnes qui ont conscience de la gravité des faits et qui n'œuvrent pas. Au contraire, il y en a, et heureusement. Et c'est ces alliances-là qui sont très bénéfiques, qui font un bien fou, mais que globalement, le système est organisé de manière à ce que ça perdure. Et dans l'université, dans le milieu académique, il y a eu des débats très forts cette année, au moment de la sortie du livre d'ailleurs. Oui, il y a eu des débats très forts qui continuent, qui sont aussi grossiers que dans le milieu parlementaire. Et moi, ce que j'ai pu expérimenter, c'est qu'il y a eu une scène complètement que je ne pouvais pas imaginer, qui pourtant était... j'aurais dû m'en douter. Je pense que je m'en doutais. Mais j'aurais pas pu l'écrire, j'ai voulu imaginer quelque chose. En fait, il s'avérait que pendant la soutenance de ma thèse, ce que je décrivais dans le livre, et ce que je décrivais en soutenance, une soutenance, c'est... en l'occurrence, pour moi, j'étais enceinte de 9 mois, il faisait une chaleur insupportable. C'était en plein été à Aix-en-Provence, il y avait un amphithéâtre qui était plein, des personnes que j'ai interviewées, des amis, de la famille, ma mère qui était extrêmement fière, habillée tout en blanc, c'est le mariage, quoi. Donc une scène pleine d'émotions, d'intensité, de fierté, il y avait un truc extrêmement puissant, une énergie massive, quoi. Une espèce de puissance massive dans l'amphi. Puis ce bébé, quoi, à 9 mois, enfin voilà, t'es une autre femme aussi. Et donc évidemment, le jury, pour moi, était dans mon dos, en fait, parce qu'à la disposition est faite que les gens qui sont censés être... les destinataires de l'ouvrage final, en fait, étaient dans mon dos, et moi, j'étais face au jury. Et il s'est passé une chose incroyable, c'est-à-dire que j'expliquais, en soutenance, ce que vous venez de dire très parfaitement, quoi. Cette double violence, la race de foi, la racialisation, la déracialisation, comment une parole est dite et puis comment elle est maltraitée, et que tout le problème est là. Et là, il s'avère que je revis, mise en abîme, directement, et ce que je décris, je le vis tout de suite après. Ma parole a été complètement réduite à l'état de bruit. Et c'était passionnant, parce que c'était vraiment l'étape ultime de cette recherche, en fait. D'aller jusqu'à ce point-là d'observation, me rendre compte, du coup, en restant moi-même observatrice de ce que je vivais, avec cette casquette de sociologue qui est très utile parfois, du coup. mais il s'est passé cette chose incroyable, où énonçant cette parole depuis... j'étais pas encore docteur, parce que je soutenais ma thèse à ce moment-là, devant ces gens qui avaient donné cette parole-là, donc ils étaient derrière moi, ceux qui me l'ont confiée, je l'expose en soutenance, et il se passe exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on t'a dit concrètement ? Alors, les deux grands arguments, alors pas tout le monde évidemment, puisque dans le jury, il y avait des personnes extrêmement conscientes de tout ça, et puis tout à fait sur les mêmes lignes politiques, j'ai envie de dire.
mais il y a eu 2 arguments principaux qui étaient... le problème, c'est que c'est la subjectivité. Vous êtes trop subjective. Oui. Bah oui, évidemment. Évidemment. Il fallait être, si vous n'étiez pas algérienne, ce serait mieux. Ouais, c'est ça. On comprendrait mieux ce que vous dites. C'était incroyable. Enfin, moi, je trouve ça tellement grossier et puis déplacé, et puis cette absence d'arguments scientifiques. Enfin, tout est déroutant, quoi. Mais seuls les Algériens sont subjectifs, c'est bien connu. Tous les autres qui ont soutenu avant toi étaient totalement objectifs, n'avaient pas de corps. Et comme tu dis très bien, c'est évidemment, je suis subjective parce que tout le travail qui a été fait là et tout le travail des personnes qui s'engagent dans ces réflexions autour du racisme est un travail de subjectivation. Il s'agit de devenir sujet, justement. Donc, évidemment, c'est subjectif, évidemment. Mais par contre, ce n'est pas admis. C'est ça, surtout. C'est que la parole, à nouveau, cette parole-là n'est pas d'ici. On ne peut pas dire que le racisme existe en France, que l'État participe à cette chose-là, qu'il y a un racisme d'État structuré systémique. C'est impossible, c'est inaudible. Et ça surtout quand ça vient d'une personne comme toi qui est française, mais qui a visiblement des origines nord-africaines. C'est ça. Et surtout qui va refuser le deal qui m'est proposé, à savoir, taisez-vous et vous aurez une chance de faire carrière. C'est ça. C'est-à-dire que ma fidélité, elle est clairement aux personnes qui sont dans mon dos à ce moment-là, en fait. Et aux personnes qui sont mortes dans ce livre et aux familles de ces personnes, etc. Et puis il y a eu tout un... Bon, bref. À tous nos morts, disons. Et ma fidélité, elle est là, elle est absolue, en fait. Elle est jamais remise en cause. Enfin, il est évident qu'il n'y a pas de négociation possible, en fait, avec ça. Et pourtant, c'est ce qui m'est proposé. Et ce qui est terrible, effectivement, c'est ça, c'est de ne pas accepter ce chantage-là, en fait. Elle est pour le garçon qui est dans mon ventre à ce moment-là. Enfin, voilà, il n'y a pas photo. Enfin, c'était totalement surréaliste, cette demande. Et voilà, et donc de refuser ça. Donc, effectivement, ta parole est subjective, elle est inentendable. Et l'autre argument, c'était le militantisme. Ah oui. Bah oui. Évidemment, c'est pas de la recherche. Non, ce n'est pas... 7 ans de... Ouais, il y a eu 7 ans. Évidemment, c'est pas tous les jours. Il y a des galères de thunes, etc. Bon, je vous passe les détails, mais c'était quand même 7 ans de prise de tête autour de cette question-là. Et de collecte d'informations. Il y a eu 76 cartons d'archives épluchés, une grande solitude, évidemment. Je sais pas, une bibliographie de combien de pages 50, je sais pas. Enfin bon, un travail intense, oui, évidemment. Des entretiens de participantes, enfin, la rigueur méthodologique qu'un sociologue se doit de mettre en œuvre, évidemment. Elle y est, mais tout est réduit tout d'un coup à subjectivité, militantisme. Classique. Et je pense qu'on l'a tous vécu à plein d'endroits différents. Et la fameuse disqualification qui revient. Et ça, c'est toujours saisissant quand tu l'observes en acte, en fait. Tu dénonces ça, enfin, tu le décris scientifiquement, et hop, ça se remet en place tout de suite. Fascinant. Merci beaucoup pour cette conclusion qui montre bien que la race frappe partout, en fait, où les personnes non blanches... circule. Mais qui a une résistance absolument incroyable, une énergie folle. Moi, c'est un travail qui m'a empli paradoxalement de joie, d'espoir et qui m'a permis d'entrer en résistance, vraiment. Je crois que ça permet ça aussi, ouais. Merci pour ce matériau de résistance. C'est la fin de ce numéro de Kif Taras avec Rachida Brahim. Lisez son livre « La race tue 2 fois, une histoire de crime raciste en France » aux éditions Sileps. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur ce qu'on vient de dire. On a des réseaux, donc @KifTaras sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook et les hashtags KifTaras aussi. Et puis écrivez-nous à kiftaras@binge.audio. Kif Taras est un podcast produit par Binge Audio. La prise de son et la réalisation sont assurées aujourd'hui par Elisa Grenet. Merci beaucoup à Naomi Titi pour la production et pour l'édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grace. Merci Rokhaya. Merci Rachida. Merci à vous, merci infiniment.